tous, ici Sassa comme tous les mercredis, mais aujourd'hui l'émission Au micro de RTI remplace exceptionnellement Taïwan dans toute sa diversité. Il y a quelques mois, dans la série sur la diversité linguistique, j'avais interviewé Josiane Coquelin sur la langue Puyuma, l'une des langues austronésiennes de Taïwan. Josiane Coquelin est ethnologue et elle a consacré sa vie à l'étude des Puyuma, l'un des 16 groupes autochtones reconnus par le gouvernement taïwanais. Les Puyuma vivent près de Taidong, dans le sud-est de Taïwan. À l'époque, Josiane Coquelin nous avait donc parlé spécifiquement de la langue Puyuma, qu'elle a appris pour pouvoir mieux comprendre la culture Puyuma. Bien sûr, après avoir parlé de la langue, une émission sur la culture Puyuma s'imposait elle aussi et nous avons donc pris rendez-vous avec Josiane Coquelin pour creuser ce vaste sujet avec ma collègue Floriane Dai. C'est à cela que seront consacrées cette émission et celle de la semaine prochaine. Par ailleurs, je vous invite aussi à écouter l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui était consacrée la semaine dernière au parcours de Josiane Coquelin et à la place des femmes dans la société Puyuma. C'est aussi une très bonne introduction pour comprendre la société Puyuma traditionnelle. Pour résumer, les rôles des hommes et des femmes étaient très clairement définis autrefois. Les hommes chassaient et les femmes s'occupaient du monde domestique. À la maison, les hommes étaient idadouas, c'est-à-dire sous la plante des pieds de leurs femmes. D'ailleurs, c'était une société matri uxoré locale, ça signifie que le mari allait habiter dans la famille de l'épouse. À l'extérieur de la maison, c'étaient les hommes qui protégeaient les femmes, notamment qui les protégeaient de la chasse aux têtes. Bien sûr, tout cela a beaucoup changé avec l'acculturation de la société Puyuma à partir de l'arrivée des colons japonais qui ont interdit la chasse et la chasse aux têtes, ce qui a complètement chamboulé les fondements de l'organisation sociale des Puyuma. C'est pourquoi Josiane Coquelin dit en plaisantant qu'elle est peut-être autant archéologue qu'ethnologue, parce que pour comprendre la société Puyuma traditionnelle ou la culture première, il faut aussi essayer de remonter dans le temps. Elle nous explique aujourd'hui deux des caractéristiques fondamentales de la société Puyuma, l'organisation du village en moitié et le système de classe d'âge qui structure toute la société. Ils étaient à Penang avant, leur village était à Penang et ils ont été déplacés en 1929 par les Japonais qui ont déplacé d'ailleurs, vous le savez comme moi, tous les villages aborigènes et ils se sont retrouvés dans ce lieu-dit qui est Sakupen, mais qui est donc Nanyuan aujourd'hui. Et c'est toujours un village de moitié. C'est-à-dire, il y a la moitié que j'appelle haute, parce que c'est celle qui est à côté de la montagne, et celle que j'appelle basse. Et en fait, aujourd'hui, Ami et Timor, ça veut dire nord et sud. Mais eux n'avaient pas cette notion de point cardinal, nord et sud, ça n'a pas de sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces moitiés ? Eh bien, il y a déjà deux édifices qui sont les classes d'âge. Il y a déjà le fameux Takuban, hein, avec son toit arrondi, sa plateforme montée sur piliers, 3 mètres de haut quand même. En bambou ? En bambou. Et chaque moitié avait un Takuban qui était juste à l'intérieur du village, mais à une porte de village. Vous voyez, dans le village, mais vraiment à la limite du village, comme des gardiens. C'est la maison, c'est la maison des adolescents, c'est ça ? C'est la maison des ados. Où on rentre vers 10, 11 ans, 12 ans, quand ils en ont envie, et ils vont ressortir à 18 ans. Que les adolescents masculins, c'est ça ? Ah, ce ne sont que les... Quand de la naissance jusqu'à cet âge, qu'ont à peu près 8-9 ans, alors ils ont, quand ils sont petits, on les appelle celui qui rampe, celui qui se lève, etc. Un peu comme chez nous, Homo erectus et tout, etc. Et quand ils arrivent à 7-8 ans, là, les garçons, ils ont tous la même appellation de gamin. Filles ou garçons. Et quand ils arrivent à 7-8 ans, ce sont tous les gardiens du zébu. Ils sont tous gardiens parce qu'on avait beaucoup de zébus. Hein. Thomas Matao Chetiang, où j'habitais, il avait un zébu avec une carriole. Donc, à ce moment-là, au moment où ils deviennent les gardiens, filles ou garçons, les garçons savent qu'il faudra rentrer à un moment ou à un autre dans la maison des ados. Ça, ils le savent. Là, la coupure se fera définitivement avec la maison biologique. La mère, les sœurs ou les petits cadets, hein, bien sûr. Donc, dans ces maisons, il y a ces maisons pour les gamins, hein, de 12 à 18, et on a 3 maisons des hommes. Donc, les maisons des hommes, c'est une classe d'âge. Le Takuban, la maison des adolescents, c'est une classe d'âge. À l'intérieur de ces édifices-là, nous avons des échelons
et des sous-échelons, que ce soit dans les Tacubans ou dans la maison des hommes. Chaque maison des hommes est reliée à une maisonnée d'origine. Il y en a 3. 3 en haut, 3 en bas, 3 maisons des hommes. Chaque maison des hommes possède un terrain de chasse personnel, j'allais dire, et les Tacubans. Donc chaque moitié est parallèle. Donc on voit bien que les rituels se font séparément. Les gamins se tapent dessus à l'intérieur d'une maison, mais se tapent dessus aussi, ont des bagarres entre 2 Tacubans, mais ça à l'extérieur du village. Selon Josiane Coquelin, il y avait donc 3 maisonnées d'origine qui ont des noms différents. Les maisons des hommes des moitiés dans le village ont aussi des noms différents. Les moitiés sont donc autonomes. Toutefois, elle a remarqué que la moitié dite haute avait en quelque sorte des privilèges. En effet, la maison du culte aux ancêtres de la maisonnée fondatrice se trouvait dans la moitié haute et c'est dans cette maison que se déroulaient en premier les rituels. C'est également dans cette maison du culte aux ancêtres que les Puyuma pratiquaient les rituels pour toute la société. Comment s'est constituée la moitié basse? Donc, soit par des scissions, comme on a eu des scissions de ces 3 maisonnées souches qui sont parties à la moitié basse, ou des arrivages de l'extérieur. Mais on voit bien qu'elles sont indépendantes. Sauf que on a ce système d'âge, et c'est ce système d'âge qui structure toute la société. Ce ne sont pas les alliances. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que ces moitiés fassent unité? Parce qu'en fait, il y a une unité de village. Eh bien, c'est le système d'âge où on voit que le nom des échelons et le nom des sous-échelons dans la maison des hommes et dans le Takuban, dans les maisons des ados, sont identiques. Donc, si on voulait vraiment être autonome, on choisirait des noms d'échelons différents. D'autant plus que ce sont des noms que dès que le gamin rentre dans le Takuban, il perd son nom. Et il va devenir un premier, un débutant, un jeune et un premier. Échelon des jeunes, premier de... Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore en plus? Les mômes, quand ils arrivent à 18 ans, ils savent qu'ils vont quitter le Takuban pour rentrer dans la maison des hommes. Donc là, les parents, en général les parents, vont choisir ce qu'on appelle un parrain. On va choisir un parrain chez les vieux, c'est-à-dire les gens de plus de 60 ans. Les gens de plus de 60 ans, ils vont avoir un filleul. Attention, on peut choisir le parrain de l'enfant dans n'importe quelle maison, de n'importe quelle moitié, sauf la maison du père. Donc il y a 6 maisons des hommes, il y a 5 maisons valides. Donc vous voyez, hop, ça va transverse. Donc on s'aperçoit rapidement que là, on recherche l'autonomie. Les liens transversaux ne sont pas que là. Hein. Le grand cycle cérémoniel, en fait, eh bien, on va quand même le faire ensemble. Vous voyez, on va se retrouver. Le chef d'une maison des hommes, il peut être élu dans n'importe quelle maisonnée, du haut comme du bas. Puisque de toute façon, il est venu d'un côté ou de l'autre, jeune. Donc, on va élire un chef. Donc, toutes les maisonnées, d'un côté comme de l'autre, peuvent être élues. Donc, on voit bien que le système d'âge, c'est le système qui fait que les moitiés sont mises en doute pour faire unité du village. Et l'unité, elle est là. Les moitiés du village sont donc autonomes et en même temps unies à travers les classes d'âge qui structurent toute la société et permettent certaines passerelles entre les moitiés. Josiane Coquelin nous donne des précisions sur comment se passe l'entrée dans la maison des hommes, ou plutôt le déménagement, puisque les jeunes hommes de 18 ans devaient quitter le Takuban, la maison des adolescents, pour y emménager. Quand le jeune y rentre dans la maison des hommes vers 18 ans, alors là, attention, c'est pas facile, parce qu'il va être marginalisé. Il va vivre dans l'entrée, près des latrines. C'est agréable, hein? À côté de l'étagère où il y a les têtes coupées. Et quand il va dans la montagne, il fait toutes les tâches ancillaires, vous voyez, toutes les tâches domestiques. Dans la montagne, pareil. Et dans la montagne, écoutez bien, il couche sous les pieds de son parrain, qui le bouscule. Oh, va me chercher des puranes, des noix d'arec.
Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'homme qui rentrait dans la maison de sa femme, il était sous les pieds de ses femmes, Ida Douas. Et bien là, c'est le gamin de 18 ans, le jeune de 18 ans, qui va être physiquement sous le pied de son parrain dans la montagne. Il y a manifestement quelque chose qui fait qu'il y a une mise en péril des moitiés pour retrouver une cohésion villageoise. Ce que j'ai oublié de dire qui est important, c'est que la dernière année dans le Takuban, chez les gamins, entre 17 et 18 à peu près, le jeune, alors vous m'écoutez bien, ça c'est tous les vieux qui me l'ont dit, les hommes me parlaient quand même, ils avaient le droit de boire, parce qu'autrement on n'a pas le droit de boire. Hein. L'enseignement dans le Takuban, je vais y revenir, mais les jeunes de 17 à 18, ils pouvaient boire, fumer, mâcher le bétel, et attention à la dernière, parce que tous me l'ont dit, coucher avec une femme mariée sans que le mari puisse dire quelque chose. Ça va? Bon. Non, mais c'est là où on comprend la société. Vous comprenez? C'est absolument... Cette liberté sexuelle, elle est faite en tant que liberté, enfin, sexualité initiatique, elle n'est pas faite pour la procréation, on est d'accord. Hein? Elle n'est pas faite pour cela. Parce que pendant 3 ans, quand il passe dans cette période liminaire où il est dans les latrines, là, la tête, avec, etc., dans la maison des hommes, là, il n'a plus le droit de boire, fumer, plus rien, c'est fini. Il ne pourra retrouver ça que quand il rentrera, il sera définitivement agrégé à sa maison des hommes 3 ans plus tard, quand il ramènera une tête coupée. Et donc, on voit bien que la sexualité de ses 18 ans, elle n'est que libertaire, peut-être, ou libertine, d'ailleurs, peut-être libertine, hein, et alors qu'après, elle deviendra un peu fonctionnelle. Vous voyez ? Là, elle sera pour la procréation. Avec ces explications de Josiane Coquelin, on peut prendre la mesure du fossé qui existe entre notre mode de vie actuel et le mode de vie des Puyuma autrefois. On se rend compte aussi de la grande diversité d'organisations sociales des êtres humains sur cette planète, même si l'on observe une tendance à l'uniformisation qui s'est accélérée depuis l'époque coloniale et encore plus ces dernières années avec les moyens de transport et de communication modernes de plus en plus rapides. Mais quand même, il existe toute une palette d'organisations sociales différentes, comme le souligne aussi l'ethnologue Philippe Descola dans ses livres. Mais revenons au Puyuma, car nous avons encore tant à apprendre de Josiane Coquelin. Je lui ai demandé comment se passait la vie des garçons adolescents dans le Takuban, la maison des adolescents, qui est une construction de 3 mètres de haut en bambou sur des piliers vraiment très impressionnante. Et au centre, tout en haut, à 3 mètres du sol, il y avait un feu. J'ai consacré, il y a quelques mois, une émission des joies de l'éco-construction à ce sujet. À l'intérieur du Takuban, personne ne pénètre. Personne. Donc, l'enseignement, il est fait par ce qu'on appelle les Mardawan, ceux qui ont grandi ensemble, c'est-à-dire 16-18. Mais attention, hein, là, ils n'épargnaient personne. Hein. Et alors, les vieux m'ont dit, nous envoyaient faire des trucs dans la montagne, on avait peur, 11-12 ans, on avait peur, ils se cachaient, ils nous faisaient « ouh » et on avait peur, etc. Et c'était un enseignement très difficile. Quand un vieux de 60 ans, parce que ce n'est pas une gérontocratie, hein, on dit que les vieux ont beaucoup de pouvoir, on est d'accord, à partir de 60 ans, ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent marier les jeunes, ils tiennent, ils gèrent le village, même s'il y a un chef qui ne sert pas à grand-chose. Ah oui, mais si un vieux passait devant le Takuban, un des 2 Takuban, sans retirer son chapeau, eh bien, il y avait offense. Et les jeunes allaient dans la montagne chasser un singe, le jetaient dans la maison des hommes du contrevenant, donc d'un personne âgée, et c'était les jeunes de 22 à 50 ans qui, eux, devaient aller chercher une tête pour venger l'offense du Takuban. Donc vous vous rendez compte de l'importance justement de l'éducation de ce Takuban. C'est là qu'on formait les hommes. C'est ainsi que s'achève la première partie de l'interview de Josiane Coquelin. Je vous laisse en musique avec un chant rituel des hommes enregistré en 1984 et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de l'interview.
Je vous signale aussi que demain, vous retrouverez une émission spéciale animée par Florian Daye et moi-même, toujours en compagnie de Josiane Coquelin, qui portera plus spécifiquement sur les chamans dans la société Puyuma. Alors qu'il n'en reste pratiquement plus aujourd'hui, ce témoignage est d'autant plus précieux. Kanu manasau ya kan manasau kan mada sau Tabakaku siap.